Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Algérie, l'inépuisable fonds de commerce mémoriel. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui à l'occasion de la commémoration du 11 décembre 1960. J'aimerais bien savoir personnellement quel est l'État au monde, hormis le régime algérien, qui ne rate aucune commémoration historique de son pays pour la récupérer et la récupérer encore pour son seul intérêt. Dans le même moment où il est le premier à en avoir violé l'esprit et la substance. Dans tous les pays du monde, la commémoration des fêtes nationales est l'occasion pour la population de pouvoir jouir en famille, ensemble, d'une journée chômée et payée, et parfois l'occasion aussi pour les citoyens et les historiens qui s'y sont spécialisés d'apporter à la notoriété publique, à l'opinion publique, de nouveaux éclairages, de nouvelles lectures. En Algérie, chaque date de l'histoire de la colonisation du pays, de la guerre de libération et jusqu'à son indépendance. Et même, il fut un temps jusqu'à celle du coup d'État d'un membre du régime contre un autre membre du régime. Et ainsi, ils ont fait de ces commémorations, de ces événements historiques, un juteux pont de commerce pour leur régime, pour leur système, pour enfoncer dans la conscience des Algériens que ce système, qui a pourtant volé les fruits de cette indépendance par un coup d'État fondateur, qui a détourné le fleuve de la libération, qui a entrepris une corruption généralisée de la société et de ses élites jusqu'à celle des authentiques moudjahidines qu'ils ont noyés dans une masse innombrable de faux moudjahidines. Ils n'ont pas craint d'user de la mémoire des chouhadas, de corrompre leurs propres enfants, eux qui ont donné leur pays pour tous leurs compatriotes. Ils n'ont pas craint aujourd'hui d'honorer la mémoire de ceux-là même qu'ils ont eux-mêmes assassinés, comme Abba Ramdan, comme Karim Belkacem, comme tant d'autres, jusqu'à ceux que ce régime a noyés dans la masse de la mauvaise conscience qu'il a inséminée dans toute la société pour que tous se reconnaissent en lui, en ce régime. C'est le cas aujourd'hui du 11 décembre, que ce régime détourne encore une fois, chaque année, qu'il déforme, qu'il accommode comme il veut et qu'il nous sert à sa sauce habituelle, celle qui le met en valeur, qui nous le présente comme le digne héritier de l'armée de libération nationale. Comme la noble relève, lui, il se présente comme la noble relève du combat libérateur, celui qui assume le dépôt légal, l'amana de ceux qui ont donné leur vie à ce pays, amant shuhada. Et comme, de bien entendu, tous les relais sociaux, ces alliés naturels du régime, répondent toujours présents pour aider à enfumer le peuple algérien, le maintenir dans le coma politique dans lequel il a été plongé,
continuer à anesthésier sa conscience politique, faire de lui un tube digestif, seulement préoccupé à courir après la satisfaction de ses besoins vitaux et souvent, malheureusement aussi, après sa part de la corruption de masse arrachée à la chair vive de ses propres enfants, de l'avenir même de ses propres enfants et qui lui est jeté ainsi. Et c'est ainsi qu'année après année, jour après jour, ce régime a usé de ce que ce peuple avait de plus beau et de plus noble, la mémoire du combat libérateur. Il s'en est servi pour extirper de l'âme de ce peuple les valeurs ancestrales de noblesse et de résistance, pour extirper de son âme même l'amour vrai pour sa terre et la solidarité ancestrale des uns pour les autres qui l'ont accompagné de tout temps, qu'aucun des envahisseurs successifs qui l'ont saigné, qui l'ont dépossédé, qui l'ont banni, qui ont fait de lui un esclave sur ses propres terres. Ils n'ont pas réussi comme a su le faire ce régime contre ce peuple qui a pu garder intacte sa dignité et sa soif de liberté, qui a su rester pauvre et digne jusqu'à ce qu'arrive le moment fatidique du coup d'État fondateur de ce régime qui est encore, jusqu'à aujourd'hui, le maître des lieux. Un régime sorti des flancs de ce peuple. Un régime corrompu et corrupteur qui a pu perpétrer sur ce peuple ce qu'aucun autre envahisseur n'a pu réaliser. La corruption profonde de son âme, de son être collectif. Avec nous, donc, pour en parler, Lyes Jbaili, économiste, militant politique, qui est avec nous en visio, et Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy in Algeria, qui est avec nous depuis Washington. Lyes Jbaili, merci d'être avec nous. Merci Jamaldine, merci pour l'invitation et puis aussi je remercie la régie qui assure la production de votre émission et naturellement toutes mes salutations les plus chaleureuses à notre ami Hamid Lellou. Merci. Hamid Lellou, merci d'être avec nous. Tout le plaisir est pour moi. C'est toujours un plaisir de vous avoir tous les deux. Lyes, salut à toi et Jamaldine, merci pour l'invitation. Alors, à la demande de notre ami Hamid Lellou, à qui on ne peut rien refuser, qui a demandé à essayer de faire cette émission ensemble à la mode anglo-saxonne plutôt que celle de chez nous habituelle, et donc qu'il soit un peu dynamique, où il y aurait un échange plutôt que de longs monologues. Et donc, nous allons commencer le premier tour du micro, d'abord par vous laisser le temps, l'un et l'autre, de nous dire ce que vous pensez de cette, comme on le dit le titre, de cet inépuisable fonds de commerce mémoriel. Je rappelle que le régime actuel est issu de ce coup d'État fondateur de 1962, ce fameux été 62, pendant lequel l'armée des frontières a volé le pouvoir au GPRA. Je rappelle que M. Bouteflika, à l'époque, avait été envoyé par Boumedienne à la prison d'Aulnay, où se trouvaient les historiques, Aït Ahmed, Ben Bella, Mustafa Lashraf et les autres. Et donc, pourquoi ? Pour demander d'abord à Boudiaf
s'il acceptait de devenir le président, à la condition qu'il place Ben Bella comme vice-président du Conseil et ministre de la Défense surtout. Et donc il a vu... Alors le plus curieux, c'est que De Gaulle, qui est pourtant un légaliste, a pu autoriser un commandant, Bouteflika était commandant à l'époque, autoriser un commandant rebelle, parce que jusque-là, il n'y avait ni négociation en profondeur, ni rien, sauf que les opérations Lacoste ont fait en sorte que tout l'armement reste en Tunisie, qui ne rentre plus, les moudjahidines de l'intérieur, pour les affaiblir, au moment où ils fortifiaient l'armée des frontières, qui était totalement encadrée par les déserteurs de l'armée française qui avaient rejoint la Révolution, mais en Tunisie. Et la suite est connue. En tout cas, M. Boudiaf a refusé, il a même insulté Bouteflika, Rabbi yarhamou, Rabbi yarhamou fi zouj, et selon le témoignage de Aït Ahmed lui-même. Il a dit, moi, il ne peut pas me demander pour qu'il connaisse mes positions. Ensuite, ils en ont parlé à Ben Bella, qui a accepté tout de suite, et nous connaissons la suite. Il est devenu président à la suite du coup d'État. Puis quand Boumediene s'est bien préparé, il lui a fait un coup d'État lui-même et il l'a envoyé au dernier sous-sol pendant plus d'une dizaine d'années, une quinzaine, je crois, d'années. Voilà, pardon pour cette longue introduction. Donc, Lies Jbeili, pourquoi ce régime illégitime, putschiste, qui a tué des moudjahidines, qui a tué des historiques, qui a corrompu tout un peuple, qui a créé une foule innombrable de faux moudjahidines, qui a demandé aux Algériens de monter au maquis après le 19 mars. Ça veut dire au moment où le cessez-le-feu a été proclamé. C'est fini, la guerre est finie. C'est à ce moment que l'armée des frontières a demandé au peuple algérien de rejoindre le maquis 19 mars pour noyer dans la masse les derniers moudjahidines qui avaient été épargnés par les opérations Lacoste. Lies Jbeili, je vous laisse nous dire ce que vous en pensez. Tout d'abord, le titre de votre émission, L'inépuisable fonds de commerce mémorial, est un titre très pertinent. C'est que le régime algérien, le pouvoir algérien, il est issu du clan de Oujda, c'est-à-dire celui qui a poignardé au dos le gouvernement provisoire de la République algérienne, c'est-à-dire il a pris le pouvoir de façon non démocratique. Alors ceux qui ont donné leur vie, ceux qui sont sacrifiés pour libérer la patrie, ont payé de leur vie, et puis quasiment cette indépendance a été confisquée. C'est que le régime, le pouvoir algérien, ça dépend de la sémantique, comment on l'utilise, a toujours instrumentalisé le passé. Et dans les grandes dictatures du monde, le passé a toujours été instrumentalisé. Ceux qui ont accédé au pouvoir ont toujours instrumentalisé le passé. Même durant la Seconde Guerre mondiale, en 1933, Hitler a instrumentalisé le passé, et faisant un petit coup à Bismarck. Aussi en France. Mais le nôtre, c'est un peu atypique, singulier dans la façon comment ce régime il a confisqué non seulement le passé, à travers l'établissement, si j'ose dire, d'une mémoire officielle. Et à la fois, et cette mémoire qui est officielle, il a officialisé, elle est devenue sélective, c'est-à-dire il a évacué toutes les mémoires vraies du peuple algérien authentique. Il en a fait une arme stratégique. Et je vais vous choquer si je vous dis qu'il y a un certain analyste, que je ne vais pas évoquer son nom parce que je fais très attention par rapport à ses propos, qui disait que les lois mémorielles, elles peuvent être assimilées à des lois liberticides finalement, parce qu'au fait on est resté otage du passé. Nous avons eu notre indépendance. La France, nous l'avons toujours considérée comme un ennemi. Certes, il y a l'historique, il y a un passif, mais nous avons eu notre indépendance. C'est que le régime, il a toujours fait
pour masquer ces échecs cuisants, tant sur le plan politique, c'est quoi l'échec sur le plan politique? Il n'arrivait pas à démocratiser l'Algérie. Il a toujours refusé l'alternative finalement, l'alternative de l'alternance, l'ouverture des espaces politiques, ainsi de suite. Et ça depuis déjà 62, quasiment une guerre fratricide après le départ des Français. Tellement le sang qui a coulé, baraket. C'est-à-dire que ce peuple il a toujours vécu dans les entrailles de la souffrance. Je parle du peuple algérien. Il a toujours vécu dans les entrailles de la souffrance. Même l'indépendance, nous n'avons pas joui de notre indépendance. Quand vous avez votre indépendance, vous jouissez de votre indépendance. Malheureusement, nous n'avons pas joui de cette jouissance, de notre liberté. C'est parce qu'une caste, qu'elle soit militaire ou oligarcho-militaire, qui a confisqué, qui a la main sur le pouvoir, en gardant la main avec des leviers sur l'économie, sur le politique, surtout. Mais maintenant, la question, est-ce que c'est tenable ou pas? C'est ça la question. À mon avis, tous les empires ont fondu, tous les empires ont disparu. Mais c'est-à-dire, l'humain, le peuple ne peut pas rester éternellement sous la coupole de cette dictature, qui devient de plus en plus très difficile, plus répressif. On assiste à tout. Nous n'avons pas le monopole de la révolution. Nous avons eu notre indépendance grâce aux révolutions, grâce à ceux, et nous leur devons, parce que le serment était là. Mais d'en faire de cette révolution un butin pour masquer ses échecs, pour s'isoler, pour singulariser de façon non stratégique, qui va à l'encontre des intérêts supérieurs de la nation, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas. Les échecs ont été masqués. L'échec, toujours, c'est la France. Toujours le colon, toujours le colonialisme, toujours le néocolonialisme. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait après 60 ans? Nous allons donner la parole à... Oui, je vous laisse poursuivre, je vous laisse finir. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 60 ans? Le verdict est là, le résultat est là. Nous avons eu cette indépendance, nous avons de la souveraineté totale sur tout. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Non, nous n'avons rien fait. Enfin, quand je dis nous, le régime n'a rien fait. Il a complètement, donc, il a pris le pouvoir. C'est lui qui nomme, c'est lui qui dirige, c'est lui qui dicte, c'est lui qui anéantit, c'est lui qui met en prison. Tous les révolutionnaires ont été assassinés, quasiment tous. Ben Ramadan en 57, Karim Belkacem à l'hôtel de Francfort en Allemagne. Khidr aussi, soi-disant qu'il a volé l'argent de la révolution. Chihani Bachir, Abbas al-Ghrour, et je passe sur nombreux les dépouilles mortelles de L'Hawass et de Amirouche Rabbi Hamam qui ont été pris en otage et cachés sous le bureau du colonel, du sinistre colonel de la gendarmerie, que je ne nommerai pas, Rabbi Rahmou ala kulli hal, Hamid Lellou. Avant de vous donner la parole, je voulais vous rappeler, pour nous remettre un peu dans le contexte de ce régime, du mensonge fondateur qu'il a adopté dès le premier jour, même avant le premier jour de la prise du pouvoir et jusqu'à présent. Je dis même avant, pourquoi? Je vous rappelle ce titre de Al-Mujahid, après l'assassinat de Abban Ramadan Rabbi Rahmou, Al-Mujahid, qui était le journal du combat libérateur de la révolution, et qui avait titré Abban Ramadan est tombé au champ d'honneur, alors qu'il venait il ne venait pas de le liquider, il l'avait liquidé 8 ou 9 mois plus tôt. À ce moment-là, ils ont décidé, parce que tout le monde se demandait, se posait la question où était Abban Ramadan, ils ont décidé de déclarer qu'il était mort dans une embuscade de l'armée française. Je rappelle aussi, lorsque Aït Ahmed a été arrêté, après les maquis de 63, dont tout le monde connaît un peu l'histoire, je rappelle que l'Écho d'Alger, journal pourtant progressiste,
avait titré, écoutez bien, l'ANP capture le traître Aït Ahmed. Et je vous laisse nous dire ce que vous pensez de tout ça, Hamid Ledjou. Le narratif, c'est une arme redoutable. Quand vous contrôlez le récit, vous manipulez les masses, vous vendez, vous présentez la chose telle que vous le voulez, et puis le troupeau suivra. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vit depuis 60 ans. J'ai envie de commencer par la fin de votre éditorial, que je rappelle, vous avez dit « Aucun autre envahisseur n'a réussi à faire autant de mal à l'Algérie que ce régime. » Ce régime, ce qu'il a fait pendant 60 ans, parce que le dicton, qu'est-ce qu'il dit? L'habit fait le moine. En fait, c'est pas l'habit ne fait pas le moine. Ce sont des occupants ou ce sont oui, ils occupent le pays, mais c'est des visages algériens, c'est des personnes algériennes. Donc c'est plus facile pour elles de faire autant de mal. Quand il s'agissait des Français, ben, tout le monde savait que c'était des étrangers. Et c'était plus facile de se mobiliser contre l'occupant français. Mais l'occupant algérien, qui justement aussi faisait partie de votre éditorial, la France est sortie par la porte. On l'a invitée, on l'a fait sortir par la porte, mais elle est rentrée par la fenêtre, ou par la porte de derrière, la porte du jardin. On n'a pas fait attention de fermer la porte du jardin. Et la porte du jardin, c'était Oujda, bien sûr. Comment expliquer que Boumediene et sa clique s'arment, s'équipent, reçoivent toute la logistique, tout le matériel et l'argent pendant des années sans qu'ils soient inquiétés par De Gaulle. De Gaulle aurait pu le faire assassiner, il aurait pu bombarder comme il a fait avec Sakiet Sidi Youssef quand le côté tunisien, avec l'appui des Tunisiens, ont essayé de s'infiltrer en Algérie. Donc tout ça, on le vit depuis 60 ans. Et pourquoi ils continuent à le fêter? Parce que ça rentre dans le cadre du narratif, du récit. Ils veulent faire croire aux Algériens, mais personne ne les croit de toute façon. Et d'ailleurs, ils tombent dans leur propre piège. Le piège se referme contre eux. Parce que cet héritage, pseudo-héritage révolutionnaire, c'est un piège qui se referme parce qu'il a marché pendant des années, mais les 20 dernières années, on a vu toutes les débâcles diplomatiques algériennes, justement. C'est parce qu'ils disent une chose, mais sur le terrain, ils sont obligés de faire autre chose, puisqu'il n'y a plus cette dualité Est-Ouest. Et tout le récit était construit sur le modèle révolutionnaire, Alger, la Mecque des révolutions et tout ça. Et maintenant, ils sont obligés de continuer là-dedans parce qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ne peuvent pas. Et un autre aspect de votre intervention, c'est l'histoire. L'histoire est toujours écrite par les victorieux. Et l'histoire algérienne, à ce jour, a été écrite par ceux qui ont pris le pouvoir. Qui pourrait dire à la junte militaire non, ce que vous dites n'est pas vrai. Ils contrôlent l'histoire, ils contrôlent les historiens, ils contrôlent l'école, ils contrôlent le programme éducatif. Et du coup, ils nous rabattent cette idée que eux, c'est les héritiers de l'armée de libération, les héritiers de ceci, de cela, alors que on le sait tous, et même les moudjahidines qui c'était encore vivant, ont témoigné, mais le mass média était tellement contrôlé, encore à ce jour contrôlé par ces mêmes autorités, non-autorités, que les autres voix ne comptent pas, on ne peut pas les entendre.
Et vous avez cité cette rocambolesque, je dirais, aventure de Bouteflika qui part et qui contacte les leaders, mais en même temps, il y avait un message qui était sorti dans la foule. Le peuple, le seul héros, un grand mensonge. Euh, Moi, j'ai toujours été contre ce slogan. Ce slogan est faux et il résonne faux. Le peuple héros, oui, Et le seul c'était héros. Boumediene Hamid Lello. C'était Boumediene qui l'avait commandé pendant l'été 62, justement, qui avait demandé à l'inscrire sur les murs d'Alger. C'est après ça qu'est venue la manifestation Sébastien Baraket. Et le tout avait été organisé par un groupe dont je ne citerai pas le nom du principal responsable, qui avait été sollicité par Boumediene pour demander au peuple, Sébastien Barakat, un seul héros, le peuple, parce qu'il avait peur que les autres prennent le dessus et que la population ne se retourne contre l'armée des frontières. Je me permets de vous interrompre. Je vais poser une question à Lies Bailey, mais avant, nous allons regarder ces images du Hirak. Vous imaginez, Lias Bailey, combien de décennies plus tard, lorsque le peuple réussit pour la première fois à sortir d'une façon aussi massive, dans l'union, dans la solidarité, dans le pacifisme, dans la bonne humeur, au point où ça a étonné le monde entier. Alors ce que crie ce peuple, ce que clame ce peuple, c'est l'istiqlal. Shab yurid l'istiqlal. Ça veut dire que pour la première fois, ce peuple a crié clairement qu'il n'était pas encore indépendant. La question que je voulais vous poser, Elias Jbaili, vous avez dit tout à l'heure, 60 ans plus tard, après l'indépendance, ce régime n'a rien fait. Et nous non plus, nous n'avons rien fait. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Du tout. Parce que si c'était ça, ça aurait été moins grave s'il n'avait rien fait, ce régime. Et si nous-mêmes, nous n'avions rien fait. Peut-être que les meubles seraient saufs. Le problème, c'est qu'ils ont dévasté, ils ont ravagé. Non pas le côté matériel des choses, les vols, les assassinats, l'injustice. Non, plus que ça. Ils ont extirpé de l'âme de ce peuple ce qu'il avait de plus beau. Moi, je me rappelle, en 62, j'avais 10 ans. Donc, je me rappelle très, très bien que les premières années de l'indépendance, on n'entendait même pas parler de la corruption. On ne savait pas ce que c'était. Que les mœurs étaient très belles, alors qu'il y avait des filles qui se baladaient en mini-jupe. À l'époque, on ne connaissait pas le hijab. Chaque région avait son voile. Et généralement, le voile était porté par celles qui ne travaillaient pas, qui étaient à la maison. Celles qui travaillaient ou qui étudiaient ou qui allaient au lycée, elles allaient avec des vêtements à la mode pour ceux qui pouvaient se le permettre. Sinon, s'habiller moderne, sans problème. Personne ne leur faisait la moindre remarque. Nous étions beaux, nous étions justes, nous étions intègres, nous étions humbles. Et aujourd'hui, nous sommes un peuple où la corruption fait des ravages, où les magistrats, ceux censés rendre la justice, sont presque tous corrompus. Haïcha, ou les très rares qui ont su rester propres, et j'en connais personnellement. Lias Jbaili, donc je vous dis que vous aviez tort quand il dit n'ont rien fait. Au contraire, ils ont fait beaucoup. Ils ont fait l'inimaginable. Et je voudrais que vous en discutiez avec notre ami Hamid Lello, que vous puissiez vous interrompre l'un l'autre et discuter ensemble. Et nous vous suivrons, les téléspectateurs et moi. Tfadlou.
fait, le problème de l'Algérie, c'est le régime qui est militaire. Quand Boumediene Allah yarhamou, il a quitté ce monde à l'âge de 46 ans, en quittant ce monde, il a jeté les bases historiques et structurelles d'une armée derrière lui, il a placé méthodiquement, à cette époque, en 78, des colonels à la tête des centres de commandement. Et depuis 78 jusqu'à maintenant, les militaires ne veulent rien céder, ne veulent pas céder et ne veulent pas céder d'un iota. C'est ça le point de départ de la corruption réellement. Entre 62 et 78, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est c'est un parti, le régime un peu à la soviétique, dur ceci, mais le point de départ, l'amplification de la corruption, l'installation des bases à partir quand Boumediene a quitté l'air. Et à ce moment-là, parce qu'il a laissé derrière lui des militaires, c'était à cette époque-là des simples colonels. Et à ce moment-là, jusqu'à maintenant, c'est que dans l'esprit de l'armée, quand je dis l'armée, le centre de commandement, مش الجندي البسيط مسكين هذاك اللي ياكل الصحن تاع اللوبيا وهذا مكان parce que non, je parle des vrais décideurs. C'est eux qui ont confisqué définitivement le pouvoir. Parce que il y a une règle fondamentale, elle est non écrite, du système. C'est quoi? Ah oui. À vous entendre, Silias, c'est comme si Boumediene, il a laissé derrière lui un héritage positif. C'est le départ qui était faux, c'est le départ qui était mauvais. Les bases, elles étaient mauvaises. Au départ, c'est vrai, je suis d'accord, c'est Djamaldine. Moi, je vais partager une anecdote. Un ami de ma famille, un Marocain, d'une richissime famille à Casablanca, quand je lui ai rendu visite au Maroc, parce qu'il vivait en Algérie jusqu'en 74. Et il me disait, au début, tout au début, les premiers mois de l'indépendance, il y avait un Algérien, un ami à lui, qui lui avait signé un chèque sans provision. Et il porte plainte, et c'était un ami, mais il était en difficulté. Ils se sont arrangés, et le commerçant algérien s'est excusé, il a dit non, moi je ne voulais pas faire ça, mais voilà, il lui a remboursé son argent. Et la justice algérienne, hein, c'était les premiers mois de l'indépendance, ils lui disent c'est bien, vous lui pardonnez, maintenant il a des comptes à rendre à l'État. Et ils l'ont mis en prison, il a payé une amende parce que l'État algérien était là en construction. Tout ça, pas parce que Boumediene et Bembella étaient là pour. C'est comme vous l'avez dit dans l'éditorial, tout le monde n'est pas pourri. Boumediene et Bembella et son équipe, ils ont dû raser à droite et à gauche. Ils ont éliminé colonel Chabani, ils ont éliminé Krim Belkacem, ils ont fait expulser ou bien chasser d'autres, ou bien d'autres sont rentrés chez eux bredouille parce qu'il y avait la violence. Il y avait la violence politique qui s'était installée. Donc c'est depuis le départ, on a fait un très mauvais départ. Peut-être la chose positive par rapport au régime au début, comme je disais, il contrôle le message, il contrôle le narratif, et du coup, ils ont réussi à convaincre beaucoup d'Algériens parce que les Algériens étaient fatigués, il fallait une paix, il fallait une stabilité, mais en même temps, parce qu'ils avaient l'appui aussi de l'Union soviétique, et puis il y avait l'argent qui commençait à rentrer, mais le départ est faussé. On ne peut pas dire que c'est après Boumediene. C'est après le départ, la confiscation, le parti unique, l'élimination. Les éliminations ont déjà commencé à partir de 57. Hein. C'est-à-dire, ils sont tous. Les éliminations ont commencé depuis 57. Je suis d'accord, de 62, 78, l'Algérie, oui, c'est vrai, un peu, c'est une dictature un peu froide, un peu contrôle la sécurité militaire qui est contrôlée, mais je parle de l'amplification
du problème de la confiscation du pouvoir et de la corruption qui est devenu un critère de gouvernance, c'est les militaires. Maintenant, la source du problème algérien, c'est les militaires. Là, il y a une règle fondamentale elle est non écrite du système politique algérien, c'est que la liberté pour les pontes militaires, tout le monde le sait, de coopter et d'imposer un chef d'État qui leur semble en accord avec leur doctrine. Commençant par Cheddi Ben Jdid en 79, c'est les militaires qui l'ont placé. Zeroual, même lui, c'est un général, il a été placé par les militaires et poussé à la démission par les militaires, il faut dire les choses. Bouteflika, il a été placé par les militaires. D'ailleurs, il leur a dit quand il a pris la présidence, je ne veux pas être trois quarts du président, parce que tout ça pour montrer qu'il y a toujours la main des militaires. Tebboune aussi, c'est les militaires, c'est Gaïd Salah qui en a fait de ce médiocre, il faut dire les choses, quand même, certes au cadre de l'État ou au fonctionnaire de l'État, un président qui a mis notre pays dans de sales circonstances. Donc, qui derrière tout ça, la racine, ce sont les militaires. Boumediene, il est parti. Mais c'est que les militaires n'ont pas voulu céder. Peut-être il est mort. Oui. responsable. Mais je pense que je mettrai un grain de sel à ça. Je suis d'accord que ce qui est visible, la différence entre vous et moi et le peuple ordinaire, je ne suis pas en train de me mettre au-dessus du peuple. Le peuple, il est très conscient. Mais quand on fait des lectures analytiques, je pense qu'il faut aller en profondeur. Si vous présentez l'armée telle qu'elle est aujourd'hui comme l'institution qui est la seule responsable de l'état dévastateur, l'état vraiment délabré du système politique algérien, ça serait faux. Ça serait faux, ça serait ne pas rendre justice à beaucoup de militaires, parmi eux des officiers, des hauts gradés, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Algérie. Parce que moi, de mon côté, quand je regarde l'armée algérienne, il y a deux facettes. D'ailleurs, comme dans toutes les armées, il y a l'armée opérationnelle, il y a l'armée administrative politique. Dans d'autres pays, c'est une armée administrative qui gère et il y a l'armée professionnelle. Mais en Algérie, il y a aussi l'armée politique, les généraux qu'on voit à la télé. Ce ne sont pas de vrais généraux. Je vais vous donner une preuve. Un général, c'est quelqu'un qui est éduqué, c'est quelqu'un qui a un leadership, c'est quelqu'un qui a du charisme. Et quand vous voyez les généraux dont vous parlez se faire traîner dans la boue, ils rentrent en prison, ils nous en sortent comme s'ils rentraient dans une maison, sans que aucun de leurs subalternes, aucun de leurs hommes ne le soutienne. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune valeur. Le pouvoir ou la force qu'ils ont, c'est la force qu'on leur donne. Vous allez me dire comment ça se passe. Ben, contrairement à vous, monsieur Elias, je respecte votre lecture. Moi, je ne parle pas de régime dictatorial militaire, mais c'est un régime de police politique. La différence est que la police politique, c'est pas seulement que des officiels. Ils peuvent être militaires, ils peuvent être civils, ils peuvent être policiers, ils peuvent être ordinaires. Mais ils ont tellement le pouvoir à travers l'argent, à travers la corruption, à travers la menace, à travers l'extorsion, à travers les tueries, à travers beaucoup d'outils, ils arrivent à contrôler toutes les institutions du pays, civiles et militaires. Et les officiers, justement, et Bechnouf en a fait mention, il y a beaucoup qui sont honnêtes, mais ils ont aussi peur. Pas forcément pour eux, mais ils ont peur pour l'Algérie et ils ne peuvent pas bouger juste comme ça parce qu'ils sont sous contrôle. Tout le monde est contrôlé. Il n'y a pas un qui soit à un niveau donné de l'institution, un directeur général, un directeur d'entreprise, un ministre ou un haut gradé ou un militaire de fonction. Ils sont tous surveillés. Et c'est difficile pour eux de travailler dans ces conditions. Hamid Et c'est Lello, grâce à ça. Hamid Lello, est-ce que vous m'entendez? Hamid Lello, Oui. il y a eu un problème, j'étais en train de vous interpeller, vous ne m'entendiez pas. Pardon. Alors, je vais vous redonner la parole. Nous allons écouter Monsieur Aït Ahmed, Rabbi Rahmou.
Et puis je reviens à vous avec une question. حقا الجزائر حصلت على استقلالها وإنما ما شيدتش الدولة المنتظرة، الدولة التي وعدنا بها الشعب الجزائر أول نوفمبر 54 عندما نادينا الشعب للكفاح التحريري ووضحنا الأهداف ألا وهي تأسيس جمهورية ديمقراطية اجتماعية في إطار احترام مبادئ الإسلام. ولكن ظهر بعد 40 سنة أن لم تكن في الجزائر دولة، وإنما هناك زمرة من الجنرالات العسكريين والمخابرات هما اللي ماسكين. Alors, je traduis en substance. Lorsqu'en 1954, c'est M. Ait Ahmed qui parle, gloire et honneur à ce grand homme, à cet homme intègre que nous aimons tous, et qui a beaucoup souffert de ce régime, beaucoup, énormément. Il dit que lorsqu'en 1954, nous avons appelé le peuple algérien à nous rejoindre dans la lutte pour se libérer du colonialisme, nous lui avions promis l'avènement d'une république démocratique et sociale dans le respect des principes islamiques, les vieilles valeurs du peuple algérien, tout simplement. Ce n'était pas la charia ou les poteaux, le djlid, c'était les principes islamiques du peuple algérien. Et il dit malheureusement, nous avons libéré le territoire, mais nous n'avons pas libéré le peuple. Et aujourd'hui, les seuls qui ont droit de parole dans ce malheureux pays, c'est une junte qui fait ce qu'elle veut, qui ne demande l'avis de personne et qui est là juste pour réprimer et faire ce qu'elle veut. Voilà. Alors, la question que je voulais vous poser, mais vous pouvez parler de ce que vient de dire Ait Ahmed Rabbi, de ce qu'a dit Ait Ahmed Rabbi Ramou. Une question que je vous pose à tous les deux. Ce qu'a réussi ce régime, nous en avons parlé tout à l'heure, c'est d'inséminer dans l'âme de ce peuple une véritable infection, une septicémie sociale et un coma politique, au point où la corruption aujourd'hui ne dérange personne. Moi, je connais des gens qui ont le hajj avec l'argent de la corruption. Je connais des gens qui ont marié leur fille avec l'argent de la corruption. Au contraire, il a marié avec l'argent de la corruption. Des gens qui se pavanent, ils disent le khir, za'ma, alors qu'avant, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. En ces temps où il y avait quelques mosquées seulement dans les villes algériennes, qui n'étaient jamais pleines. Il y avait déjà les jeunes à l'époque qui ne faisaient même pas la prière, qui étaient dans le masjid, il y avait les vieux, qui marani à mais c'était un peuple vertueux. Personne n'allait demander la main d'une fille s'il ne prenait pas avec lui quelqu'un qui fait la prière, tellement nous les respections. Alors le hajj c'était quelque chose, c'était un saint. Il ne pouvait pas mentir, il ne pouvait pas tromper, il ne pouvait pas... il a zigzag. C'était... Aujourd'hui, un dos hajj ou corrompu jusqu'à l'os, ou plutôt jusqu'à la moelle de l'os. Alors, la question que je voulais vous poser, pardonnez-moi d'avoir été aussi long, cette corruption qui a commencé par le sommet. Moi, je me rappelle que Boumediene avait corrompu tous les révolutionnaires authentiques qui n'avaient pas réussi à convaincre. Il les a tous tués, mis en prison ou contraints à se sauver. Ceux qui sont restés, il les a corrompus. Je me rappelle, et j'aimerais bien qu'on me contredise sur ça, qu'un prêt très important à l'époque, très important, je n'ose même pas dire le chiffre, a été attribué au chef de wilaya, des colonels, et au commandant. À l'époque, il a donné un peu moins,
Il leur a donné des villas, des colons, il leur a donné des choses absolument incroyables. Il a corrompu tout le monde. Et après, ça a commencé à descendre. Puis ça a été les anciens moujahidines, surtout les anciens faux moujahidines. Puis ça a été les uns et les autres, jusqu'au plus petit chab avec, soutien des prix pour les produits de première nécessité. C'était sa façon à lui de le corrompre. Ou alors tu vas travailler, mais tu ne travailles pas. Tu as ta prime de rendement individuel, collectif, bénéfice à l'âme, alors que l'usine est en déficit. Moi, j'étais dans le secteur public, je sais ce que je dis. Alors, mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement la corruption vénale en espèces. Le problème, c'est qu'ils nous ont transformés en monstres. Aujourd'hui, l'Algérien, on dirait qu'il s'est sauvé d'un asile psychiatrique. On crie, on gueule, on se dispute, on se jalouse, on s'envie, on s'en veut, on se hait. On n'a plus de principe. غير بالهضرة. جمعة مباركة حكمي الله صعب. Comment on dit? Je ne sais pas comment les formules. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل, etc. Par-ci, par-là. Alors qu'à l'intérieur, c'est vide. Ça jette les ordures depuis son balcon. Ça roule sur le trottoir, ça se gare sur le trottoir, obligeant les enfants à circuler dans la rue. Ça hurle, ça gueule, ça salit, ça crache par terre. On n'était pas comme ça. Moi, l'Algérie dont je me rappelle, on était un peuple éminemment civique, éminemment policé, très digne, très sobre, très humble. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez un peu comment ils ont réussi à nous infecter jusqu'à ce niveau. Et j'aimerais que vous puissiez intervenir chacun après l'autre, puisqu'il reste à peu près 3 minutes, chacun pour chacun de vous. Merci. Je passe en premier, allez, parce que je suis loin. Juste pour information, les gens parlent de Eid Ahmed Allah yarhamou. Ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un de démocrate, de moderne, il parle beaucoup de l'islam. Au fait, ça fait partie de son éducation. Eid Ahmed, c'est une famille shorfa, c'est-à-dire c'est un marabout de la grande Kabylie, Beniani. Il est de ma famille, c'est un cousin, donc je sais de quoi je parle. Donc c'est pour ça qu'il a cette notion de religion. Son père était un érudit, hafid al-Qur'an, etc. Donc c'est une famille religieuse. Maintenant, la situation de l'Algérie, vous parlez de la situation morale, de la situation spirituelle, de la situation cognitive, la manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de se comporter. Ça s'est fait graduellement. Effectivement, nous, on est de la génération, on a vécu les années 80, fin 70, 80, début 90, et puis ça a dégénéré après la décennie noire. La guerre civile en Algérie, parce que c'était une guerre civile, elle a été manipulée, commencée par des groupuscules qui... on ne va pas revenir là-dessus, peut-être on aura une émission un jour, mais cette décennie avait accéléré l'exode rural. Si vous avez remarqué, on disait le Braoura. Le Barrani, il bled. Et les gens ont fui. Braouia. Braouia, voilà. Ils fuyaient le monde rural de manière désorganisée, de manière anarchique. Et ça a fait une pression extraordinaire dans les cités. Déjà, les cités ne pouvaient pas supporter la population parce que l'infrastructure ne suivait pas. Et là, d'un coup, les gens fuient le monde rural et ils vont dans les grandes villes. Et là, on a vu le comportement des gens changer. J'insulte pas les gens ruraux, mais Alger des années 70 était moins bien que celle des années 50. Je ne suis pas en train de regretter le départ des Français, loin de là.
Mais 10 secondes, on ne malheureusement. devient 10 on ne secondes. devient pas citadin du jour au lendemain. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mustafa Al-Sharaf parlait de rurbanisation. Voilà. Euh, Et c'est ce qui... Oui, je suis désolé de vous interrompre. Lias Jbaili, 3 minutes, s'il vous plaît, parce qu'on a dépassé un peu le temps de l'émission. Cette instrumentalisation outrancière, c'est la jeunesse algérienne. C'est la jeunesse algérienne qui n'a pas vécu sa jeunesse, c'est-à-dire une jeunesse qui n'a pas, on les a, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire il n'y a pas, moi personnellement, je me rappelle, il y avait des théâtres, il y avait des activités sportives, culturelles, l'émancipation, c'est très important. Vous savez, quand vous voulez investir si vous voulez investir votre pays et le mettre, je veux dire de façon un peu plus grandiose, vous investissez sur l'humain. L'investissement sur l'humain est très important. Et par ricochet, le premier, c'est la jeunesse algérienne. La jeunesse algérienne, depuis la décennie, elle n'a pas vécu sa vraie jeunesse dans le sens où elle rêve de quitter le pays, elle rêve de faire du business à ceci, cela. La corruption, toutes nos institutions sont gangrénées par la corruption. Quand même, je le dis en tant qu'Algérien, ma fille Chaïb, nous avons perdu un petit peu ce civisme au niveau surtout sur le plan comportemental, sur le plan. Mais je pense que le Hirak aussi, quelque part, il a drainé tout le monde, il a donné une belle leçon au monde, comme quoi que le peuple algérien, il est capable de faire rejaillir son intelligence naturelle et son identité réelle. Malheureusement que le régime ne veut pas que cette jeunesse s'émancipe, parce que s'émanciper, ça peut contrer un peu la survie de sa propre existence. Donc je suis désolé, c'est vrai, vous parlez de l'exode rural. Mon père, il était directeur de Sonaga. Je me rappelle que je l'accompagnais pour l'électrification des Qora, les petits villages comme Briche. Je me rappelle Briche, qui a reçu la première électrification. J'ai un cousin, il m'a dit, vous savez, Briche, qui se trouve dans les Aurès, tout le montagne rural, ils sont à Betna, Khenchla, Tebessa, ils ont quitté. Alors, c'est l'exode rural. On abandonne les villages, on va dans les villes. Il y a un problème, je veux dire, de surpopulation, l'urbanisation à outrance, il n'y a pas d'autorisation, on construit, on veut investir à tout va. C'est fini, si le régime, il veut acheter la paix sociale. Le régime s'appuie sur 2 béquilles. Au fait, il faut faire la nuance entre les dépenses publiques et les subventions. Lui, il veut subventionner avec des transferts sociaux qui sont pas justes. 46 milliards, l'équivalent de 5 000 milliards de dinars pour acheter la paix sociale. Le but, c'est acheter la paix sociale, garder le pouvoir, on s'en fout du. Merci, Lies. J'aimerais conclure cette émission d'abord en vous remerciant. Et aussi, quand vous avez parlé cinéma, l'un de vous, je ne me rappelle plus, je me suis rappelé mon ami Bachir Derrais, le réalisateur du film Ben Mehdi, Rabbi Rahmou. Et ce qui m'est revenu à l'esprit, parce qu'on en a parlé un jour, lui et moi, vous savez qu'en 1962, lorsque la France a rendu le pays aux Algériens, il y avait 500 salles de cinéma, plus de 500 salles de cinéma aux normes de la métropole, aux normes de la France. Je me rappelle, moi, avec du velours rouge, des placeuses, des ouvreuses, on les appelait à l'époque, des buvettes, mais c'était incroyable. L'entracte, c'était magnifique. 500 salles de cinéma. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, il n'y en a pas une dizaine qui soit à peu près convenable. Et c'est dire. Il y avait des théâtres dans toutes les villes algériennes. Au moins une salle. À Alger, il y en avait plusieurs. À Oran, il y en avait plusieurs. Aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Et c'est dire. Merci, bonne soirée et tarja chilienne.
Décryptage par Jamaldine Benchenouf.